Rebonjour à toutes et à tous. Donc voilà, il a suffi qu'on fasse une table ronde sur les télécoms pour qu'on ait des premiers problèmes techniques de l'événement. Ça doit être une malédiction. Bon, en tout cas, je vous remercie tous de participer à cette seconde table ronde de GoMSP. Le thème, donc, c'est comment lutter contre le churn. Alors, le churn, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est donc pas une, comme je disais hier, une mutation du Covid, hein, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qu'on connaît dans les télécoms, dans la banque assurance. Donc c'est en fait ce qu'on appelle en français, en bon français, le taux d'attrition, c'est-à-dire en fait le taux de perdition de clients qu'on a sur un modèle de revenus récurrents. Évidemment, la définition exacte, c'est la déperdition naturelle. Donc de toute façon, on ne peut pas interdire totalement le churn, ce n'est pas possible. L'idée, c'est de limiter au maximum ses effets. Et pour ça, j'ai donc trois personnes. Oui, j'ai trois personnes avec moi, non? Quatre, un, deux, trois. Non, on est bien quatre en tout, c'est ça. J'ai trois personnes avec moi, excusez-moi, je comptais les fenêtres. Et je vais leur demander de se présenter l'une après l'autre ils vont nous parler de ce sujet vraiment très, très intéressant dans le contexte du MSP. On va commencer par Philippe Oui, d'OpenIP. bonjour. Philippe Gollard, bonjour. Je suis le directeur commercial d'OpenIP et j'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle, ayant participé à plusieurs campagnes anti-churn, donc de développer ce sujet à plusieurs reprises, que ce soit chez des opérateurs, que ce soit chez des éditeurs. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui qui concerne donc la vie des contrats que nous pouvons avoir chez nos clients. Voilà. Merci Philippe. Je passe maintenant la parole à Michel. Michel Oui, Calmejane. bonjour. Bonjour. Donc, Michel Calmejane. Moi, ça fait 4 ans que j'ai monté un cabinet conseil qui s'appelle Enodis, qui travaille sur tout ce qui est des sujets autour de la croissance, fusion, acquisition, etc. Et précédemment, j'ai travaillé pour Colt, où j'étais DG France. Donc, le sujet de churn était quand même quelque chose à l'ordre du jour. Et j'étais aussi le patron commercial monde de OVH, où, pareil, le sujet du churn, de la croissance et de la rétention des clients était très, très important. Merci Michel. Maintenant, au tour de Stéphane Aristegui, donc de NXO Télécom. C'est ça. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis directeur marketing de NXO Télécom, donc filiale du groupe NXO, en charge en parallèle également de l'activité opérateur et cloud pour le groupe. Et notamment par rapport à ça, effectivement, c'est un sujet qui nous concerne tous les jours, hein, sur le taux de rotation de nos clients, l'optimisation et l'amélioration de la qualité. Donc voilà, il y a tout un ensemble de sujets qu'on pourra traiter, on va dire, avec l'apport des différentes personnes présentes, hein, aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un angle d'attaque qui est assez important et un point à traiter, en tout cas, dans nos activités, quoi. Merci Stéphane. Donc, je reprécise aussi à tous ceux qui nous regardent qu'ils peuvent poser leurs questions en live sur le chat de la plateforme GoMSP. Donc, n'hésitez pas, on prendra sans doute les questions à la fin de la table ronde ou s'il y a des questions vraiment qui s'insèrent en plein milieu des interventions, je me permettrai aussi de faire quelques petites intrusions comme ça. On va commencer avec Michel déjà parce que le churn, il est très variable d'après ce que j'ai compris en fonction des secteurs. Est-ce que vous pouvez justement, puisqu'on peut le quantifier aujourd'hui facilement et notamment dans le différents secteurs qui nous intéressent ici? Alors, le quantifier, oui. Facilement, c'est pas si facile que ça. Et je dirais qu'à partir du moment où on arrive à le quantifier, on a résolu peut-être 50% ou plus de 50% du problème, sachant qu'il y a plusieurs types de churn dans les endroits où les clients ou les organisations où on se place. Donc, le vrai churn, c'est en fait la perte du client. Enfin, moi, ce que je considère comme étant le vrai churn, c'est la perte du client. C'est-à-dire qu'un client qui disparaît, qui ne fait plus aucun chiffre d'affaires. Après, il y a un deuxième churn qui est mélangé là-dedans, qui est aussi le churn produit à l'intérieur du client. Et bien souvent, on a difficulté à identifier dans ce churn produit ce qui est de la part de je perds un produit à l'intérieur d'un client et j'ai une érosion tarifaire. Donc, les mécaniques à mettre en place dans le calcul du churn sont théoriquement simples, relativement complexe du fait des systèmes d'information déployés jusqu'à présent. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'aviez donné quelques chiffres assez impressionnants d'écart qu'on pouvait constater aussi d'un secteur à l'autre. Est-ce que vous m'avez parlé parfois de 15% sur Oui. certains secteurs notamment?
Alors oui, tout à fait. Alors après, ça dépend, encore une fois, ça dépend des durées d'engagement des contrats, parce que ça, c'est un truc, quelque chose d'assez important. Mais quand vous êtes sur les telcos, je dirais qu'un taux de churn sur de la voix, alors la voix, c'est encore plus que ça, mais sur de la data, vous êtes aux alentours, un churn normal, entre guillemets, et aux alentours de 15%, mais ça peut monter à 20-25% certaines années pour des raisons, soit des problèmes techniques, soit des problèmes tarifaires. Quand vous êtes sur ce qu'on appelle du managed services, donc c'est-à-dire de plateformes critiques, là, vous allez avoir des churns qui vont plutôt être aux alentours de 4-5%. La réversibilité de la plateforme étant très complexe, le client a du mal à partir. Et quand vous êtes sur des secteurs du type cloud public, comme on était sur OVH où les durées d'engagement clients sont au mois, parfois à l'heure. Donc là, on parle, c'est de la utility, mais quand vous êtes sur du durée d'engagement au mois, vous pouvez avoir des taux de churn qui montent très, très, très rapidement les premiers mois. D'accord. Donc, pour resituer, donc, ça veut dire quand même 15%. Donc, en un an, on peut perdre 15% de ses clients quand on est dans un secteur très affecté par le churn. C'est quand même assez plus que significatif même, hein. Oui. Je vais demander à Philippe d'OpenIP si justement ce phénomène, est-ce qu'il est pris en compte par un distributeur agrégateur comme OpenIP et comment vous relayez ça auprès de vos partenaires? Alors, oui, et heureusement d'ailleurs qu'il est pris en compte. Heureusement qu'il est pris en compte. C'est notre rôle d'être présent et d'assurer à la fois une présence physique auprès de nos partenaires, de les informer de manière perpétuelle sur les contrats qu'ils ont en main pour leurs clients et bien les informer suffisamment à l'avance des fins de contrat des fins de contrat de services qui ont pu être proposés. Il faut être quasiment certain que si on ne fait pas ce rôle-là, si on ne joue pas ce rôle-là, et que nous n'informons pas correctement eh bien, des fins de contrat, il y a toutes les chances que le client final qui travaille avec le partenaire en subisse derrière les conséquences d'une concurrence beaucoup plus active, de sollicitations qu'il peut avoir à droite à gauche. Donc notre rôle, il est vraiment important de pouvoir donner, d'être présent. Et toujours, quand on est présent, ben, c'est toujours pareil, hein, loin des yeux, loin du cœur. On a à être vraiment présent auprès des clients, les informer systématiquement des fins de période, anticiper une fin de période en proposant de l'upselling et du cross-selling. Et ça, c'est le job d'un provider comme OpenIP vis-à-vis de son réseau de partenaires qui, lui, de son côté, va cascader directement auprès des clients finaux. D'accord. Vous avez des tout petits problèmes de son. On vous entend, hein, Philippe, mais il y a des tout petits problèmes de crachotement sur le micro. Peut-être que. D'accord, voilà. Voilà, essayez de le placer un petit peu mieux. Ouais. Merci beaucoup. Stéphane, l'activité de NXO Télécom est très récente, hein, vous me l'avez dit. Donc forcément, vous n'êtes pas encore concerné directement par le churn, mais est-ce que c'est quand même un phénomène que vous avez pris en compte dès le début de votre activité? Alors, Vous pensez déjà au renouvellement des contrats avant même de les signer, quoi. Je pense qu'effectivement, alors l'activité récente, oui et non. Alors, non, puisque on faisait déjà de l'opérateur sur mesure, sur des WAN, sur du très très grand compte. Mais effectivement, il y a à peu près 4 ans, on a industrialisé notre modèle pour entrer effectivement dans un modèle qui aborde tout type de segment, hein, qui va de la TPE, la partie PME et forcément le petit grand compte qui était déjà en contrat chez nous. Donc oui, c'est récent sur cette partie-là. Et dès le départ, effectivement, on s'est structuré. Alors aussi par rapport de personnes qui venaient du monde opérateur. Hein, donc pour ma part, effectivement, j'ai travaillé quelques années au grand compte chez quelqu'un de très coloré. Hein, donc c'est vrai qu'on avait une activité sur les matières, l'objectif chiffre d'affaires, sur tout un tas d'indicateurs. Et effectivement, au démarrage de cette offre industrialisée, ce qu'on avait besoin, c'était d'avoir une vision, on va dire, moyen terme, et aussi également de pouvoir jouer on va dire, sur les longueurs de contrat. Alors, juste pour expliquer, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous avez des grossistes tels que OpenIP, par exemple, vous avez des engagements contractuels sur des durées, c'était de pouvoir aussi maintenir le client sur ces contrats, peut-être avec des engagements plus longs, mais de pouvoir l'anticiper autour du churn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un contrat globalement sur 36 mois, hein, qui est à peu près la moyenne sur ces contrats data, je dirais pour maintenir le client, il s'anticipe aux alentours, on va dire, du 30e mois maximum pour éviter justement d'avoir des résiliations, des anticipations. Donc ça, c'est un indicateur, on va dire, qu'on a intégré directement sur la maîtrise avec des alertes. On a des bacs alertes qui remontent derrière.
Et puis on le verra par la suite, effectivement, pour renouveler, c'est-à-dire il faut aussi anticiper quels sont les services complémentaires qu'on peut apporter justement pour maintenir ce chiffre d'affaires et le développer. Hein. Donc c'est vrai qu'on est sur le premier niveau de rotation aujourd'hui de nos contrats qui nous permet, je dirais, vu qu'on est sur une phase ascendante, effectivement, on évolue. Mais si on devait mesurer les contrats qui sont en cours, aujourd'hui, on limite ce taux d'indicateur qui était mis en avant des 15% par Michel, justement en anticipant cette partie-là, en gardant la relation client, en s'améliorant, en apportant de nouveaux services. Enfin, c'est des choses qu'on verra par la suite. Alors justement, vous faites une parfaite transition sur l'élément qu'on voulait aborder maintenant, c'est justement agir sur le contrat lui-même. C'est évidemment une des pistes qui paraît les plus évidentes pour lutter contre le churn. Vous m'aviez notamment parlé tous de l'allongement des contrats, c'est-à-dire qu'essayer plutôt que de faire du 3 ans qui est assez standard, on peut aujourd'hui aller vers du 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, les clients reçoivent facilement ce message-là? Est-ce que c'est simple aujourd'hui de vendre du contrat, on va dire longue durée, ou en tout cas plus long que ce qu'on connaît habituellement? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Je peux Oui, peut-être Philippe? prendre. Voilà. Philippe, vas-y. Oui, je vais juste démarrer. Oui, ça se fait. Et heureusement que ça se fait. Alors, c'est toujours un petit peu plus compliqué à proposer, mais une durée longue permet d'avoir une meilleure souplesse aussi sur la partie purement contractuelle. Et puis, l'un des points qui est important autour de ça, c'est d'être capable, autour de ce service qui a été vendu de manière beaucoup plus longue, de pouvoir proposer des services connexes. Plus on va bâtir une offre solide avec des solutions complémentaires, plus quelque part, on cloisonne un petit peu le client, on le tient mieux. Se désengager pour lui devient quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Enlever une brique quelque part peut engendrer derrière un risque supplémentaire pour lui. Donc, En même temps, il ne faut pas qu'il ait l'impression d'une contrainte. Il ne faut pas qu'il ait non, non, l'impression non, d'être contraint et non. forcé de rester. Non, bien entendu, il n'est pas obligatoirement contraint de rester. Mais notre rôle, c'est de jouer aussi un rôle de conseiller vis-à-vis de ce client-là, lui apporter des services qui ne sont pas obligatoirement que contractuels. C'est la relation que l'on va avoir distributeur client final, même partenaire comme OpenIP vis-à-vis de ses provider OpenIP vis-à-vis de ses partenaires, pour apporter du confort au client final et y apporter de la solution supplémentaire et lui démontrer que l'investissement qu'il a pu réaliser en OPEX, eh bien, c'est un investissement qui est pérenne et qui permet de pouvoir travailler sur la durée. Michel, en tant que consultant justement sur ce domaine, est-ce que c'est effectivement les choses que vous conseillez aujourd'hui d'aller vers l'allongement du contrat et évidemment aussi le cross-selling et le upselling pour délivrer plus de services et donc avoir des contrats plus complexes à arrêter, on va dire? Oui, alors oui, bien évidemment. Et encore une fois, je pense qu'on est nombreux à le faire. Il y a juste un point, parce que si je me mets dans la position du client, le client a la seule risque qu'il voit à s'engager sur une baille longue, c'est le maintien des prix. C'est-à-dire qu'il va dire, moi, je ne m'engage pas au-delà de 3 ans parce que dans 3 ans, les prix auront baissé de 30-40% et je veux profiter de cette baisse des prix et je vais vous remettre en concurrence. Donc, un des moyens, et ça, c'est un truc assez simple à mettre en place pour sécuriser le client, c'est par contre contraignant pour le fournisseur, mais c'est d'inclure à l'issue des 3 ans une clause de benchmark. Donc, il y a des façons très intelligentes de les rédiger. Alors, très intelligentes pour le client ou très intelligentes pour le fournisseur. Mais ça permet, oui, ça dépend. Donc, du coup, ça dépend de quel côté je me place de la barrière. Est-ce qu'il y a un tout petit dans les contrats d'assurance, là, c'est ça, on l'a dit hier? Alors, non, c'est pas. Non, alors pour le coup, cette clause, elle est très rarement en tout petit. Parce que quand vous mettez vous pouvez monter sur des contrats d'une durée de 7 ans, parce que vous avez à l'intérieur de ces 7 ans des clauses de novation, vous devez récupérer des choses qui sont chez d'autres, etc. Donc, c'est quand même des contrats assez élevés. Et donc, cette clause, elle est scrutée à la fois par le directeur juridique, le patron des achats et par la patron commerciale aussi du fournisseur. Mais il y a des moyens équilibrés de rédiger cette clause qui permettent de sécuriser le client. Et une fois que vous avez levé ce frein, sachant qu'après, il y a le devoir de conseil, il y a aussi la proposition d'amélioration, etc., ce que disait Philippe. Une fois que vous avez levé ce frein, vous apercevez que le client est très peu réticent à s'engager sur le long terme, parce qu'en fait, il bénéficie de prix très bas. Plus vous allongez le contrat, plus les prix vont être bas, normalement, et plus il est gagnant. Donc, c'est du gagnant-gagnant.
il y a deux mécanismes, je ne dirais pas opposés, mais complémentaires. C'est-à-dire d'un côté, vous avez les prix qui baissent sur les technologies actuelles, et vous avez ensuite d'autres technologies, notamment dans les télécoms, qui arrivent et qui peuvent inciter aussi un partenaire, un revendeur à faire évoluer le contrat en proposant, je ne sais pas, on passe du SDSL à la fibre, par exemple. Est-ce que Stéphane, ça c'est des choses, vous, que vous mettez en place justement quand vous allez voir vos clients pour Oui, faire évoluer les contrats, justement, en cours de c'est ça. route? C'est-à-dire que faire évoluer les contrats dans le churn sans apport de service, c'est forcément aller à la baisse. Mm. C'est mathématique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de bâtir le churn autour de son catalogue de services. Alors, nous, pour notre part, c'est vrai qu'on a un catalogue de services assez vaste. On va de l'informatique au digital, à la collaboration, à la sécurité. C'est effectivement d'apporter des nouveaux services. C'est de caler aussi les valeurs contrats. Alors, quand on parlait de 5 ans, pour nous, c'est intéressant parce que on va dire, les gens qui viennent des télécoms, surtout sur la partie téléphonie, généralement, des contrats 5 ans, c'était habituel. On arrive à l'opposé en disant, bah voilà, aux clients, on va caler les contrats sur une solution globale sur laquelle les fondamentaux sont l'opérateur, data voix, et on va inclure des services complémentaires. Donc ça passe plutôt bien. Et ce qui passe bien à côté aussi d'un financier, c'est qu'à un moment donné, ça négocie aussi, on va dire, autour du prix. C'est-à-dire aujourd'hui, bah, forcément, notre modèle on va dire, de service en mode OPEX chez les clients, plus on va allonger la durée, plus forcément on a une base d'amortissement et forcément, mathématiquement, bah, à droite, ça fait descendre le prix. Donc je pense qu'il y a un côté acceptation, mais effectivement, sur la partie pricing. Sur le churn, c'est l'apport de service. Et l'apport de service, il est essentiel. Et c'est pour ça que bah, on challenge beaucoup nos partenaires aussi. C'est pour alimenter en permanence du service, d'anticiper des choses. Et c'est vrai que pour notre part, bon, il y a plus de 4 ans, on a bâti toute notre offre opérateur sur du SD-WAN, qui est un peu précurseur en la matière par rapport à des réseaux, on va dire, plus traditionnels. Et c'est vrai que ce choix-là nous a donné, on va dire, une avance considérable, on va dire, un petit peu sur le marché. Donc voilà, donc c'est un ensemble de choses qui font qu'il faut maintenir la relation, engager le client et apporter du service. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit et surtout dans l'époque qu'on a vécue cette année, sur la phase Covid, eh ben, on va dire on a gagné 5 à 10 ans sur des nouveaux usages, sur la mise en place du télétravail, sur on va dire la partie workplace, enfin voilà, tout des tas de choses sur lesquelles une direction générale n'était pas forcément avancée voilà, pour des questions de fonctionnement. Aujourd'hui, ben, il y a une recrudescence, on va dire, de besoins qui arrivent et sur lequel il faut que le fondamental opérateur soit, on va dire, assez dynamique, assez costaud pour absorber justement tous ces flux digitaux qui arrivent. Ouais, c'est une problématique qui sera abordée d'ailleurs par Laurent Silvestri dans la conférence, dans la deuxième conférence qui suivra cette table ronde. Donc, je vous conseille aussi d'y participer, ce sera très intéressant. Et, parmi les services, il y a des services qui sont quantifiables, qui sont contractualisables, on va dire, mais il y a des services qui sont basés sur la relation humaine, qui font aussi partie du travail quotidien d'un partenaire vis-à-vis de ses clients. Et là aussi, c'est un travail de fond qui fonctionne pour faire baisser le churn, c'est-à-dire montrer qu'on est là. Parce que finalement, quand un MSP, ce que je dis souvent, c'est qu'un MSP très efficace, le client, il a l'impression qu'il ne fait rien, puisque par définition, il a l'impression que tout marche parfaitement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi des moyens, des nécessités plutôt de voir ces clients, d'aller leur parler régulièrement pour bâtir une relation de confiance justement sur la durée? Philippe, peut-être sur Oui, ce point, bien pour sûr. commencer? Ben, tout à fait. C'est ce que nous avons évoqué au tout début. Une présence sur la durée du contrat est nécessaire. C'est-à-dire que si on arrive juste à la période où les contrats vont se clôturer, le partenaire a vraiment la sensation qu'on vient le revoir Ouais. pour y en remettre une couche supplémentaire. Donc, on a à être présent pendant cette période-là. C'est le rôle vraiment du partenaire vis-à-vis de son client. Lui proposer dans cette période-là d'autres services, être capable d'anticiper des situations, très dit tout à fait tout à l'heure, Stéphane, et tu l'as évoqué Vincent, quand l'on disait on était sur un territoire où il y avait du SDSL, dans la durée du contrat, l'environnement peut passer à la fibre, eh bien, on a joué ce rôle-là d'accompagner le client avant cette fin de période pour lui proposer autre chose, être capable d'anticiper des besoins. Donc, pour anticiper les besoins, il faut être présent, il faut connaître bien ses clients, il faut connaître l'existant que nous avons avec ce client-là pour être capable de réagir
par rapport à un environnement, un écosystème, par rapport à des nouveautés qui peuvent arriver dans un catalogue. Ben, toujours pareil, dans le même état d'esprit, hein, de consolider la relation client que l'on peut avoir. Mais c'est pas uniquement du commerce, c'est aussi une qualité de support technique, c'est aussi une qualité avec des services administratifs, administration des ventes, financiers, pour de tous les jours avec ces partenaires-là pour savoir les consolider, savoir renforcer notre relation client. La notion de reporting également était Oui, très importante. Peut-être Michel veut agir Oui, sur ce point-là, parce que oui, donner de l'information à ses clients sur ce qu'on fait, c'est quand même essentiel aussi. voilà. Et donc ça a été c'était assez bien fait chez Colt, voire bien fait. On communiquait beaucoup sur l'état du réseau global en publiant, on ouvrait nos statistiques en disant voilà, on a eu tant d'incidents dans le mois sur le réseau, sur tant de. Et donc, c'est justement quand ça va bien qu'il faut communiquer, mais intelligemment. Et après, les clients sont extrêmement friands de quelqu'un qui vient leur expliquer comment se comporte leur réseau ou comment se comporte leur plateforme informatique. Et donc, en leur disant, ben voilà, il y a eu tant de tickets, vous avez fait tant de patchs, il y a eu tant de latence, etc. Et donc, ça leur permet de se rendre compte que ça va bien. Parce que le travers, c'est d'aller voir le client que quand il y a eu un incident. Alors, bon, c'est sûr que j'y allais souvent, prendre des grosses fessées de temps en temps, mais y aller pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça tourne bien, etc. Et de le mettre sous forme standard et automatiser cette typologie de reporting, c'est relativement simple, puisqu'en fait, les opérateurs ont énormément d'informations. Il faut juste choisir les critères importants et publier ça, alors pas sur tous les clients, mais sur quelques clients stratégiques ou importants, ça change beaucoup, beaucoup la perception. Et plus en aval encore que le reporting, vous m'avez même dit qu'étonnamment, le manque de lisibilité des factures, parfois, est un facteur de perte de clients. C'est-à-dire que le Ah client ne oui, sait plus ce qu'il paye. Et ah ça, oui, il y le a un nombre de travail à clients. faire aussi là-dessus qui est très important. Ah ben, je pense que c'était, alors je vais pas, c'est difficile de dire des pourcentages, mais je pense qu'au moins entre 20 et 30% des clients avaient des problèmes, enfin nous quitter parce qu'ils n'arrivaient plus à comprendre les factures, ils avaient l'impression voilà, et puis ça ne répondait pas à leur organisation, ça ne répondait pas à leur contrôle de gestion, etc. Et ça irritait tout le monde. Donc le nombre de clients qu'on a gagné contre Orange, et pourtant Dieu sait si j'aime bien Orange, juste parce qu'on arrivait à adapter le billing à la demande client, c'était incroyable. Et du reste, la plupart du temps, il y avait des gens de la facturation qui sortaient avec le commercial pour aller comprendre ce que le client demandait. Stéphane, comment vous gérez, vous, cette partie-là, cette relation humaine, le reporting, la facturation, c'est aussi des choses que vous prenez en compte Oui, dans je votre pense que sur stratégie? le churn, effectivement c'est de bâtir sur tous les indicateurs avec plusieurs directions métiers. Je pense que si on prend le sujet de la facturation, c'est de pouvoir faire une facturation dans certains cas sur mesure, hein, avec des codes d'imputation, avec une lecture de facture qui parle aux clients et qui correspondent aussi à la commande qu'ils ont signée. Hein, parce que bien souvent, on peut se retrouver avec une commande et dans les faits ou dans les terminologies ne sont pas forcément bien utilisées. Donc, c'est se mettre à la place du client pour une simplicité, avoir des portails qui permettent également de télécharger ces factures simplement, de pouvoir faire des exports CSV, TXT s'ils ont besoin, on va dire, de structurer ou de comprendre. Donc ça, c'est le point de vue facturation. Sur le point de vue relation client, c'est un point essentiel. Nous, on a quand même quelques clients qui ont des centres d'appel, hein, tout simplement. On parlait d'indicateurs, ça devient essentiel. C'est-à-dire que côté opérateur, bien souvent, ils ont les mesures de ce qui se passe chez eux, mais ils n'ont pas la mesure de l'appel qui n'a pas été acheminé, hein, ou ces indicateurs. Donc, c'est de les accompagner effectivement sur ces taux d'indicateurs et à un moment donné, de les faire évoluer. De dire, voilà, vous avez une périodicité, et nous, ça nous arrive sur certains clients, de dire, OK, vous avez une périodicité dans l'année qui fait que vous avez une volumétrie plus importante. Par rapport aux statistiques qu'on va voir, on va vous monter, on va dire, les canaux nécessaires pour fonctionner, quoi. Donc ça, c'est vraiment de l'approche fine, mais qui capitalise sur le client sur du long terme. C'est des petits plus qui font que la concurrence ne fait pas sur cette partie-là. Et après, effectivement, ces indicateurs que disait Michel, c'est aussi montrer l'envers du décor. Comme on dit, on est sur la technologie, ce n'est pas du 100%, même si on sécurise. Il y a du côté humain.
mais c'est cette capacité, on va dire, à augmenter ces KPI, hein, ces indicateurs, pour aller sur de la meilleure performance. Donc, je pense que bâtir le churn autour de ça nécessite effectivement d'appréhender ces indicateurs et de travailler sur différents domaines chez les clients. Alors, bien entendu, c'est plutôt des clients structurants sur lesquels on accompagne sur l'ensemble de ces indicateurs-là, mais même sur des petits clients, c'est vrai que ça contribue à garder cette relation. En parallèle, il y a aussi un travail humain à faire sur ses propres équipes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'un commercial qui est plus rémunéré, par exemple, sur un nouveau client que sur un renouvellement de contrat, est-ce que ça ne pose pas aussi un problème pas interne, mais en tout cas un problème de prioritarisation des contrats? Est-ce que, je sais pas, peut-être Stéphane, vous voulez enchaîner sur ce sujet-là, puis je donnerai la parole Nous, à Michel. alors, je pense que sur la stratégie qu'on bâtit, et telle qu'on l'a fait nous, alors comme on disait, sur le très grand compte, petit grand compte, donc ça, effectivement, on avait une part de marché qui était assez importante. Sur la modélisation et l'industrialisation de l'offre, effectivement, on était sur une phase ascendante sur laquelle on était plutôt sur du new. Et sur le churn, effectivement, sur les premiers, ce que nous, on a mis en place, c'est de ne pas casser ce taux de renouvellement. Alors, tout ça par des indicateurs surtout de challenge derrière sur plutôt la périodicité, c'est de chercher des engagements plus longs ou mieux rémunérer l'engagement plus long, et c'est d'augmenter les parts de valeur de service. Hein, typiquement, c'est de dire, OK, si je fais de l'opérateur plus ça, eh ben, j'ai des indicateurs, on va dire, d'accroissement de ma commission pour pousser à maintenir cette valeur. Donc, de notre part, aujourd'hui, effectivement, du fait voilà, qu'on est en pleine évolution, on n'a surtout pas intérêt à casser ces contrats. Néanmoins, ce qu'on avait déjà échangé, c'est qu'on va quand même vérifier, je dirais, l'OP, on va dire, du contrat. C'est-à-dire, c'est visualiser effectivement par rapport au taux d'intervention, ainsi de suite, comment situe le contrat. Est-ce que c'est des choses qui nous concernent, voilà, sur des choses qui n'étaient pas prévues éventuellement, ou est-ce qu'effectivement, c'est des contrats qui étaient pas rentables et sur lesquels, si on fait juste un churn sans apport de service, on réduit parce que forcément, ça va réduire sur le prix. Et là, on peut se retrouver dans une situation où on a des clients effectivement qui étaient déjà pas rentables. Mais alors là, on peut voir le bouillon. Donc, c'est pour ça que c'est important de maîtriser ce churn, ces indicateurs et d'avoir un suivi régulier financier de ces contrats. Philippe, en tant que distributeur, agrégateur, est-ce que vous avez justement des bonnes pratiques que vous conseillez à vos partenaires sur la gestion de leurs équipes commerciales et comment bien les rémunérer dans un modèle récurrent? Dans un modèle récurrent, c'est très simple en fait. Hein. La part de la rémunération doit être vraiment focalisée sur comment je garde le client, de quelle manière je garde le client, quels sont les offres et les commissionnements qui vont être associés pour garder le client. C'est tellement difficile d'en gagner un que quand on l'a, il faut tout faire pour le garder. Donc, on a tout le temps entendu parler de ces profils de farmers et de hunters. Hein. Un hunter, eh bien, on va le pousser à vendre davantage, bien entendu, parce que son rôle, c'est de faire rentrer du client. Par contre, l'éleveur, il faut l'inciter à travailler sur de la progression de chiffre d'affaires sur des comptes sur lesquels il fonctionne, beaucoup plus que sur aller se disperser, aller chercher des nouveaux scalps, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment important. Si on se trompe sur l'organisation commerciale et sur le job que l'on veut leur faire faire, ben ça a une incidence, bien entendu, derrière sur le churn. Donc, il faut pousser. Et on va mettre en place très prochainement des formations au niveau de nos commerciaux pour qu'ils sachent communiquer avec leurs partenaires sur la capacité de pouvoir garder du client, de pouvoir continuer à développer un business avec un client existant. Et ça, c'est très important. Je le rappelle, je le répète, hein, gagner un nouveau client, c'est compliqué, il faut faire des efforts énormes. En garder, c'est la clé, quoi. Donc, on en a un, on le garde et on accroît chez lui la capacité à pouvoir développer davantage de services et ainsi le protéger et être mieux rémunéré de cette manière-là dans la vie de tous les jours. Michel, c'est un thème que vous abordez aussi régulièrement en tant que consultant, cette rémunération Oui. des équipes commerciales? Ah oui, ça fait même partie de ça. Je dirais, c'est le cœur du sujet.
sachant que quand je suis intervenu sur un certain nombre de clients, et ce qui est une des peines que l'on a, c'est que le plan de rémunération variable a bien souvent été mal rédigé, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont fixées. Et le faire évoluer, c'est très compliqué, sachant qu'en plus, vous avez des commerciaux qui ont pris des habitudes. Donc, un des points importants, c'est quand on écrit un PRV, un plan de rémunération variable, il faut le faire avec les RH, mais il faut aussi prévoir que ça va évoluer dans le temps et que c'est quelque chose qui va être structurant pour les années à venir. Donc ça, c'est la première. C'est vraiment, on l'oublie souvent, mais à la fin, ça reste de l'humain et l'humain, il doit être prévu. Le deuxième point que je voulais dire, là, c'est un retour d'expérience. Après, peut-être Stéphane et Philippe pourront dire oui, non, j'en sais rien. Le meilleur plan, les meilleures méthodologies que j'ai vues pour régler le churn, c'est de pouvoir constituer des parcs clients relativement stables alloués à un commercial. Et quand je dis relativement stable, c'est-à-dire que je déconseille de changer le parc client avant 2-3 ans. C'est-à-dire que le commercial a besoin de gérer son parc. Il peut le faire grossir, mais il n'empêche qu'il ne faut pas lui changer, il ne faut pas changer les commerciaux trop souvent. Et ensuite, la meilleure méthodologie pour lutter le churn, c'est de mesurer au 1er janvier, si l'exercice fiscal est au 1er janvier, combien il y avait de chiffre d'affaires sur ce parc client, et mesurer au 31 décembre combien il y avait de chiffre d'affaires, et de rémunérer le commercial, alors soit en pourcentage, soit en fixe variable, enfin peu importe, il y a tout un tas de méthodologies, mais de rémunérer le commercial sur l'augmentation de ce chiffre d'affaires. Sauf pour les commerciaux ou sauf sur les marchés où vous êtes en pénétration forte, c'est-à-dire que vous démarrez et auquel cas, là, vous n'avez pas de problématique de gérer des clients, vous avez problématique d'acquérir des clients. Et donc là, vous mettez tout sur la prise de commande. Voilà. Mais parce qu'on a tout essayé avec Philippe, toutes les méthodologies. On met des uplifts pour le renouvellement, etc. Le mieux, c'est de dire, voilà, tu as un an, tu faisais 1 million d'euros l'année dernière, il faut que tu fasses 1,2 million à l'intérieur de ça. Et vous verrez que le commercial, il va aller au plus facile, parce que les commerciaux, c'est tous des feignants. On est tous des feignants, de toute façon. Donc, après, regardez Philippe, là, il est au bord de la mer. D'accord. Et ce que vous voyez pas, c'est qu'il est en maillot de bain dessous là. Donc c'est pour me larguer, ça. Justement, vous parlez de métriques au niveau des commerciaux, Michel, mais au-delà de ça, on est dans un monde des nouvelles technologies. On parle beaucoup d'IA, beaucoup d'analytics, beaucoup de big data, et il semble que justement toute cette partie-là soit presque pas exploitée pour cette partie de lutte contre le churn. On dispose aujourd'hui de beaucoup de données, mais on ne les utilise pas vraiment pour renouveler correctement les contrats. Et est-ce qu'il y a aussi des pistes à explorer, peut-être Stéphane, sur ce sujet-là? Est-ce que c'est des outils que vous prenez en compte, justement? Au niveau CRM, au niveau le cœur du sujet, c'est qu'on a vu tous les indicateurs qui étaient importants de tenir, mais après, il faut des outils pour nous aider. Alors, c'est vrai que les outils BI ont intégré la mise en place de l'offre industrialisée pour pouvoir avoir des métriques. Alors, des choses toutes bêtes, mais c'est croiser le nombre d'interventions avec les visites clients. Par exemple, pour voir est-ce qu'un client n'a pas été vu de l'année entre un technicien ou un commercial. Donc, c'est comment on mesure cette relation client. Et après, une fois qu'on a cet indicateur, il faut en faire quelque chose. Donc, ce métrique-là, c'est de dire, OK, s'il n'y a pas de relation client, est-ce que juste un appel d'une assistante commerciale, est-ce qu'on peut l'inviter effectivement à un nouveau modèle? Donc, nous, on a mis en place la pause digitale, par exemple, qui permet effectivement de venir s'informer. C'est pas du tout, on ne parle pas de prix, on parle juste de technologie, d'évolution. C'est comment j'arrive à mesurer ça, et il faut des indicateurs. C'est vrai que l'outil BI permet de mesurer ces indicateurs de relation client, mais va permettre également de nous donner les indicateurs de rentabilité des contrats ou de nombre d'interventions, de suivi VIP de certains clients, parce que on s'aperçoit qu'en phase de démarrage, on rend des clients, on va dire, dans des moyennes 500-600 euros d'abonnement mensuel sur du très petit, et puis il peut en avoir du très gros. Et ce très gros peut peser très vite dans son chiffre d'affaires sur ces phases de démarrage. Et c'est là qu'il faut vraiment avoir du sur-mesure pour ses clients pour maintenir au maximum. Donc voilà, c'est tous les indicateurs. Alors, on en a bien d'autres, mais c'est sur la densité, effectivement, notre taux de pénétration sur telle et telle région.
les remontées concurrents aussi sur les tarifications. Voilà, donc après, on peut imaginer tout un tas de choses, des outils très simples, pas forcément complexes à mettre en place, mais c'est surtout de se mettre, voilà, se dire, OK, moi, je dois aujourd'hui piloter cette activité. Qu'est-ce que j'ai besoin pour la piloter? C'est comment je peux traduire mon chiffre d'affaires, on va dire, à long terme, le taux de churn, effectivement, les indicateurs de maîtrise de chiffre d'affaires, comme disait Michel, qui sont importants, parce que nous aussi, chaque année, on remet les compteurs à zéro et on remet le plan variable aussi, c'est de pouvoir le traduire aussi avec la stratégie d'entreprise. Effectivement, la stratégie évolue phase démarrage et en phase de cycle, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Donc voilà, c'est de pouvoir l'adapter par rapport à ça. Et c'est vrai que cet outil BI est essentiel pour nous et on capitalise de plus en plus. C'est-à-dire même les actions qu'on mène aujourd'hui sur les actions opérateurs autour de la fibre, sur des collectes X ou Y, sont maîtrisées de bout en bout, c'est-à-dire on voit le taux, je dirais, le taux positif de nos actions et on va voir jusqu'à combien on a gagné d'affaires par rapport au lancement de cette action. Et alors ça peut paraître bête, mais le fait de le faire, c'est de se dire, OK, j'ai lancé une action, j'ai une idée, on peut se permettre. Il faut être en mode agile, mais à un moment donné, c'est est-ce que je ne brûle pas trop de gaz dans ces actions et qu'est-ce que ça me rapporte versus l'investissement. Donc voilà, c'est tout des tas de choses qui permettent effectivement d'aider, d'accompagner. Et là, il y a des outils très simples à mettre en œuvre. Après, ça demande quand même de connecter son CRM, voilà, d'avoir des indicateurs. Généralement, les outils BI ils vont plutôt fonctionner voilà, des bases ou de l'Excel ou autre chose. Voilà, c'est de pouvoir exporter ces données pour pouvoir les interpréter derrière. Philippe, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait lutter à tout prix pour garder un client, mais en fait, ce que dit ici Stéphane, c'est que on peut peut-être aussi faire des fois une espèce de métrique pour savoir s'il y a des clients qui valent plus le coup que d'autres pour qu'on les garde. Et bien même entendu. certains clients, on est presque content de les perdre, non? Tout à Parfois, fait. quand ils coûtent Tout très à cher. fait. Ils peuvent coûter très cher parce qu'au départ, sûrement, on n'a peut-être pas fait, on n'a pas ficelé correctement les contrats avec un client. On est sur des territoires qui ne nous permettent pas de pouvoir correctement estimer la qualité des produits et des services que l'on peut mettre à disposition. On a gagné des contrats des fois en tirant un petit peu trop sur des bases tarifaires et on est sur une très très faible rentabilité. Donc là, c'est vrai, être capable de pouvoir souhaiter que le client s'arrête de lui-même ou pouvoir le pousser vers une sortie, des fois n'est pas obligatoirement un mauvais élément. Le plus important, c'est de capitaliser sur tout ce que nous pouvons, de tout ce que nous pouvons avoir en termes d'informations clés dans l'entreprise. Et Dieu sait s'il y en a. Elles sont sources des CRM, elles sont sources des systèmes d'information. Elles proviennent de divers éléments de nos fournisseurs en amont. Hein. Une nouvelle cartographie de déploiement de la fibre, couplée avec des informations que nous avons sur des technologies un petit peu plus obsolètes, nous permet de pouvoir anticiper une certaine prédictabilité sur le churn. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas des actions pour pouvoir anticiper ces problèmes-là, on ne sera pas capable, de l'autre côté, de pouvoir répondre à cette attente des clients. Donc, c'est un sujet sur lequel, entre autres, Michel a énormément travaillé sur ces notions de prédictabilité sur le churn et être capable, de manière assez chirurgicale, de prédéfinir où est-ce que on va avoir des actions à mener pour être efficace. Donc, Michel, vous considérez que les outils existent, mais ils sont souvent mal exploités. Donc, en fait, en quelque sorte, il faut vraiment les prendre en main pour bien exploiter les outils, notamment de CRM et de BI, pour lutter contre le churn. Oui, et c'est surtout, il ne faut pas présupposer de ce qu'on cherche quand on travaille sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il faut, et c'est ça, c'est le travers de quand on déploie des choses, ce qu'on dit du BI ou du Big Data, c'est qu'on propose que telle cause aura tel effet. En fait, ce n'est pas du tout ça. C'est de dire, on prend une cohorte de clients qui est partie, qui a churné, et on regarde
tous les événements qui se sont passés dans le passé, dans les 3 mois, 6 mois, 1 an, en fonction de l'activité. Mais peu importe, on ne réfléchit pas en disant ça va être cet élément-là, donc il ne faut surtout pas. Et après, une fois qu'on a ça, donc ça veut dire qu'on a un data lake assez puissant, on essaie de voir s'il y a des patterns de comportement et on essaie d'appliquer en disant là, on fait que ça s'est passé. On ne sait quel est l'élément qui a déclenché. Donc, ça peut être une erreur de billing, ça peut être un problème de taille, peu importe. On prend ces patterns-là, on les fait tourner sur les clients existants et on regarde s'il commence à y avoir des éléments ou des faisceaux faibles d'éléments qui anticipent ça. Et donc, c'est assez puissant. Ça veut dire que ça doit s'appuyer sur des bases de clients importantes. Il y a des outils qui existent, mais c'est assez surprenant. Ils sont peu... Je ne sais pas si les gens ont peur ou s'ils ne croient pas à ça, mais pour autant, quand on le faisait chez OVH, où là, il y avait une base de clients de plusieurs millions de clients, on arrivait à déterminer, à prédire, entre guillemets, des risques de départ sur des éléments, mais vraiment, on n'aurait jamais pensé que c'était ça qui pouvait déclencher. Et on ne sait même pas si c'est ça qui déclenchait. On sait qu'une multitude d'événements faisaient quelque chose, mais on ne savait pas lequel. Il y a une question, enfin plutôt une remarque sur le chat là, qui émane de Stéphane Waro, que je remercie. Il nous dit qu'avec le travail d'équipe entre les services techniques et les services commerciaux, on peut aussi détecter les clients à risque. Est-ce que vous confirmez effectivement ça? Ah oui, absolument. Absolument. Je pense que les meilleurs commerciaux, c'est les services techniques. Donc la meilleure BI, c'est celle qu'on a en interne avec ses équipes, en fait. Alors c'est le PFH. Entre autres. Le PFH, c'est le putain de facteur humain. C'est ça qui fait que voilà, vous avez un bon service technique, vous gardez les clients. Ouais. Vous n'avez même pas besoin de payer les commerciaux presque. Et je pense que si je peux rebondir, il faut les impliquer. Vous voyez, alors je vais juste montrer, c'est pas parce qu'on faisait on faisait justement cet événement-là. Mais la là, publicité, on avait dit. J'ai reçu des nouveaux routeurs. Ces nouveaux routeurs sont testés par l'équipe technique et sont validés. C'est-à-dire que c'est eux qui donneront le go si on les rentre au catalogue ou pas. Donc, il fait dans l'application parce que c'est eux qui vont faire du online, du on-site. Donc, c'est l'implication dans ces projets opérateurs. Et surtout pour nous, c'était vraiment la complexité, c'est de sortir d'un mode d'intégrateur à un mode d'opérateur de service. Donc, pour y arriver, c'est toute la chaîne de l'entreprise qui doit s'y associer. Et dans ce que disait Michel, c'est effectivement aussi challenger les experts aussi pour des remontées d'informations. Donc, nous, il faut savoir que chez nous, une remontée d'informations business d'un expert, il a effectivement aussi un commissionnement qui suit. Voilà, d'accord. Je suis désolé, mais on a un petit peu débordé parce que c'était passionnant. Tout ce qu'on a dit ici, évidemment, vous pouvez le revoir aussi, vous pouvez dialoguer avec les intervenants. On a parlé beaucoup de la problématique churn, évidemment liée plutôt au monde des télécoms, et tout est transposable, à mon avis, mot pour mot, dans le monde du MSP IT. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ce sujet-là. Je remercie donc Philippe Goalard, Stéphane Aristegui et Michel Calmejane d'avoir bien voulu participer à cette table ronde. Merci encore à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.